laisse la parole au public s'il y a des questions, des remarques, réflexions. Oui, bon, merci à vous trois déjà parce que je trouve que vos interventions étaient très complémentaires les unes les autres. J'ai deux questions. Alors la première pour Claire Scodellaro. Alors peut-être que vous l'avez expliqué et que je l'ai loupé parce que j'étais trop sidéré par la statistique. Mais c'est quoi cette histoire de viol survenu entre 15 et 17 ans et unique qui n'est pas seulement insignifiant d'un point de vue de la dépression, mais protecteur? J'ai cru comprendre ça dans les odds ratios. Alors je voulais juste vous poser la question. Et la deuxième chose, tant que j'ai le micro, pour Mario Speranza, qui est plus une affirmation que je vous propose, et je vous demande si vous êtes d'accord, qui est en lien avec la réflexion que j'ai faite dans l'introduction sur est-ce que finalement les assignations de genre ne sont pas en tant que telles une injustice? Est-ce que le fait que les assignations de genre, les éducations genrées, font que les filles puis femmes sont plus susceptibles aux traumas interpersonnels qui sont après plus destructeurs sur la vie, et pas finalement en soi le fait même d'être assigné à un genre dans l'éducation n'est pas déjà là l'injustice, sans même parler du trauma, ne serait-ce que la vulnérabilité au trauma. Alors, je vais répondre à cette question technique. En fait, donc, bon, déjà, dans l'échantillon, toutes les femmes ont été victimes de viol. Et donc, on regarde le risque de dépression avec toujours, dans la logique des régressions, on a une catégorie de référence. Et donc là, c'est quand le viol a été unique plutôt que multiple, répété, il y a un risque de viol qui est moindre. De dépression. Voilà. Et il y en avait un autre. Enfin bon, c'est la même logique. Ah oui, l'âge. Donc c'était les viols survenus entre 15 et 17 ans étaient associés à un moindre risque de dépression que les viols survenus avant l'âge de 15 ans. Sur l'âge de 18 ans, je crois que c'était pas significatif parce que finalement il y a assez peu de viols qui débutent à ces âges. Alors, si j'ai bien compris, ce que vous évoquiez, c'est que le fait que le genre en tant que tel, c'est une injustice dans le sens de exposer à un contexte qui est un soi problématique, indépendamment du trauma. Exposé à une vulnérabilité, une vulnérabilité personnelle qui sont plus grandes. Alors, oui, sauf que là, on le voit sous le côté de la vulnérabilité. Mais la vulnérabilité n'est pas seulement un négatif, c'est aussi un positif. Donc, c'est la question de la capacité d'un trait d'être aussi une potentialité positive. Donc c'est la rencontre entre une vulnérabilité et des événements qui ont tendance à produire éventuellement des blessures, des traumas ou des conséquences négatives. Mais le trait en tant que tel, la vulnérabilité en tant que telle n'est pas forcément uniquement négative. Bonjour, je tenais à vous remercier pour vos interventions, puisque je trouve que c'est très important de parler de violences intrafamiliales, et notamment d'inceste. Et ça prend de plus en plus la place dans l'espace public, donc je vous remercie pour ces informations-là. Et j'avais une remarque et une question à vous poser. En effet, les chiffres, notamment pour les personnes incestées, elles ne prennent pas en compte les personnes qui en sont mortes, donc qui se sont suicidées. Mais je tenais aussi à rajouter qu'il y a des personnes qui ne s'en souviennent pas et qui sont donc en amnésie traumatique. Et ma question c'était, est-ce que vous avez des chiffres ou des informations sur les conséquences de sortie d'amnésie traumatique, notamment à l'âge adulte? Alors non, je n'ai pas de chiffres. Je peux juste réfléchir au fait que à la base de toutes ces violences interpersonnelles, dont l'inceste est une violence extrême, il y a des mécanismes dissociatifs, donc effectivement qui sont des mécanismes de protection. Donc en soi, un mécanisme de protection est toujours nécessaire, il y a un équilibre, mais protège d'un côté et expose de l'autre côté à d'autres problèmes, parce qu'on est plus en contact avec son expérience, comme avec d'autres éléments qui nous protègent d'autres événements. Donc la sortie de l'amnésie ou de la situation de faire revenir un souvenir expose à une énorme violence, parce que c'est comme on n'avait plus un facteur de protection.
Et donc c'est là que l'accompagnement, la présence, le partage social, la justice réparatrice, d'autres ont vraiment un rôle majeur pour éviter les conséquences dramatiques de cette sortie d'un événement protecteur, d'une mécanisme protecteur. Bonjour, moi je suis médecin de soins palliatifs, donc j'ai une question pour Madame Guérin. Vous parlez des médiateurs et je m'interrogeais, puisque nous en soins palliatifs on a ce qu'on appelle des supervisions, la possibilité d'être accompagné dans notre rôle d'accompagnant justement. Et je me posais la question à la fois de la formation de vos médiateurs en fait, et est-ce que vous avez mis en place justement un accompagnement, puisque j'imagine que c'est assez compliqué d'être médiateur dans des situations comme ça, de garder un côté neutre, et aussi de ne pas être tenté justement soi-même d'être pris ou prise par la colère dans ces cas. Effectivement, il y a une formation, donc moi je parlais de l'approche, la médiation relationnelle, donc c'est toute une technique, une approche qui vient décortiquer la posture professionnelle de ces médiateurs dans ces situations-là. C'est évidemment aussi une formation continue, donc des pratiques de supervision qui sont continues et qui suivent justement les différents accompagnements, des réunions cliniques en équipe qui font aussi que, parce qu'il y a une méthode, il est possible aussi d'échanger à partir d'un langage commun sur des dossiers, de ne pas projeter même, admettons, ses propres peurs, appréhensions ou autres, justement, dans cette idée de dialogue potentiel. Donc oui, une formation, il y en a à la fois avec un volet théorique et très pratique, des mises en situation, etc. Mais ensuite, c'est une formation continue qui est mise en place là dans l'association dans laquelle je suis et dans les autres organisations de justice réparatrice. Merci beaucoup pour tous ces exposés. Moi, je suis radiopédiatre et en matière de maltraitance infantile, il est classique d'observer des conflits de loyauté au sein des couples si, selon un parent qui a agressé l'enfant. Et donc ma question est comment on peut exprimer ce conflit de loyauté quand il intervient chez un adulte agressé, donc une personne de sexe féminin, puisque c'est la situation la plus fréquente. Et est-ce que le genre intervient sur ce conflit de loyauté? Autrement dit, nous ne sommes pas tout à fait, même pas du tout, sur un processus de honte, ni un processus de peur de dénonciation, mais un processus interne et quelque part agentif de est-ce que c'est loyal de ma part de dénoncer, d'exprimer, voilà. Donc je voulais avoir votre regard sur cette question. C'est une des questions qu'on avait posées aux personnes qui n'avaient jamais parlé des faits ou qui ne les avaient jamais dénoncés. Pourquoi qu'est-ce qui vous a motivé? Donc bon, il peut y avoir la peur de ne pas être cru, de l'inaction de la justice, etc. Mais il y avait aussi ne pas exposer l'auteur à des conséquences pénales, par exemple. Et ça renvoie à ce qu'expliquait Alexandre sur les victimes de violences qui ne veulent pas que l'agresseur aille en prison. Donc c'est effectivement quelque chose qu'on observe. Et donc c'est vrai que nous, au moment de la conception du questionnaire, donc dans la première partie des années 2010, on voyait comme un frein, mais maintenant avec ces dispositifs de justice réparatrice, on voit qu'il y a d'autres manières d'aller au-delà de ce conflit de loyauté. Bonjour, petite question pour Alexandre Guérin. Je travaille sur la manière dont les activités physiques peuvent aider à se reconstruire, ou en tout cas après avoir subi des violences. Et je voulais savoir quelle était la place du corps dans ces dispositifs de médiation. J'ai bien compris l'enjeu de réappropriation de la gentilité épistémique. Je voulais savoir si la dimension spatiale était prise en compte dans le dispositif, parce que notamment sur le face-à-face, il y a aussi cette dimension de se retrouver dans un même espace qui peut être présent. Voir comment est-ce que la corporalité plus largement est envisagée sur ce dispositif de suivi
au sens large. Merci. Oui, merci pour votre question. Effectivement, pendant l'accompagnement, il y a l'une des techniques qui est utilisée dans l'approche relationnelle, c'est la scénarisation. Et dans ces techniques de scénarisation, justement, la question de l'organisation même, alors déjà de la forme du dialogue, qui n'est pas forcément justement une rencontre physique en face à face, mais qui peut prendre une forme soit virtuelle, admettons par visio, ça se pratique beaucoup maintenant, ou alors par écrit, l'écriture d'une lettre ou autre. Donc les modalités de ce dialogue-là, effectivement, leurs modalités matérielles, elles sont scénarisées, réfléchies, explorées pendant l'accompagnement individuel. Et après, c'est aussi un enjeu, effectivement, quand une rencontre physique est envisagée, effectivement, presque la mise en scène au sein de l'espace, de l'organisation, en tout cas spatiale de ce dialogue-là, elle est envisagée. Après, je sais pas si c'était vraiment le sens de votre question, mais sur comment dire, le travail du corps en lui-même dans la médiation, bon, effectivement, on est beaucoup plus sur une forme d'expression verbale, émotionnelle, etc. Mais il va pas y avoir un travail, admettons, thérapeutique, sportif ou autre, ou en tout cas, il y a quand même aussi un rôle du médiateur, un travail important de réorientation potentielle quand c'est une attente qui est formulée. Et je pense que c'est crucial aussi à savoir justement pour ces espaces de justice réparatrice, c'est qu'ils travaillent au sein d'un écosystème de dispositifs, dans un réseau de partenariats où il y a une dimension de la sécurité qui est aussi de s'assurer que la personne elle a des ressources, des soutiens différents, que ce soit, ça peut être thérapeutique, mais aussi des ressources dans son cercle, dans son entourage, ou alors d'autres types d'accompagnement, d'aide aux victimes, d'écoute, etc. Donc si c'est une attente à un moment qui émerge justement de reconstruction par le corps, il y a ce travail de réorientation plutôt, et qui n'est pas endossé par le médiateur ou au sein de cet accompagnement lui-même. Merci beaucoup. J'ai une question pour Alexandre Guérin. On parle beaucoup, en tout cas notamment en psychiatrie, en pédopsychiatrie, de la notion de victime indirecte de l'enfant, des violences du père sur la mère, ou en tout cas des violences au sein du couple. Est-ce que la médiation, c'est quelque chose qui est uniquement bilatéral, agresseur-victime, et donc trilatéral avec le médiateur ou la médiatrice, ou est-ce que ça peut être plus loin en termes de personnes concernées? Effectivement, c'est un point que j'ai pas abordé pendant ma présentation, mais c'est ce qui me paraît aussi extrêmement intéressant dans ce type d'espace de justice, qui fait que la médiation, elle n'a pas lieu nécessairement entre la victime et l'auteur, mais qu'elle peut avoir lieu, le dialogue, il peut concerner justement la victime et des proches, que ce soit des personnes qui étaient soutien, complice, on voit ça beaucoup dans des situations d'inceste, de violence intrafamiliale, ou même, j'ai par exemple une situation en tête où c'était une femme qui voulait plutôt avoir un dialogue avec le groupe d'amis qui était au courant justement des violences qu'elle avait subies par l'un des mecs de ce groupe-là, et à qui elle attribuait une certaine responsabilité justement dans l'étouffement de ces témoignages, dans les mécanismes justement de silenciation qui avait eu lieu, de non-dénonciation, et le dialogue qu'elle voulait avoir, c'était avec ce groupe d'amis-là et non pas avec l'agresseur lui-même. Donc c'est aussi ce qui est très intéressant dans justement l'approche que ça permet des violences sexuelles en termes de victimes indirectes, comme vous le dites, et du fait que c'est un phénomène avant tout social qui tient à des liens sociaux qui sont plus larges et plus structurels même que effectivement la responsabilité individuelle de l'auteur qui les a commis. Bonjour, merci beaucoup pour ces présentations. Moi j'avais deux questions qui concernaient surtout la première présentation. À un moment donné, vous évoquez des caractéristiques émotionnelles propres aux jeunes filles et aux jeunes garçons. Moi je m'interrogeais sur le fait que ces caractéristiques émotionnelles n'étaient déjà pas le reflet d'une certaine violence familiale ou sociale qui fait que en fait très tôt on est éduqué à pas pleurer comme une fille, pas avoir de discussion de filles, avoir une discussion virile, des couilles, excusez-moi pour l'expression, mais on l'entend malheureusement assez souvent, ou les épaules larges. Voilà, c'était une première interrogation sur le fait que ce ne soit pas déjà un reflet. Et la deuxième question, c'était concernant les violences psychologiques. Est-ce que dans ces violences psychologiques, vous tenez compte d'une certaine genrification des tâches, des capacités ou du potentiel des jeunes filles qui font qu'il y a un impact quand même majeur
sur les études que l'on retrouve en post-bac. Voilà. Il existe des différences statistiques de moyenne concernant les capacités d'empathie des femmes par rapport aux hommes. C'est des grandes tendances, évidemment, qui sont indépendantes des moyennes dans la population générale, dont on sait que les femmes ont une plus grande capacité à être empathiques par rapport aux hommes qui ont une plus grande capacité à construire des systèmes un peu généraux. Mais c'est des courbes gaussiennes, donc forcément c'est une distribution générale. Donc cette tendance, elle est moyennée par la culture, les connaissances et le contexte. Donc je pense qu'il y a probablement un impact social, culturel, c'est une évidence, mais il y a des facteurs qui peuvent être aussi biologiques et pas uniquement psychologiques ou environnementaux. Donc je pense qu'il y a les deux. Quand on voit dans les situations de contexte de violence, la violence a elle-même une action sur la diminution des capacités de mentalisation, de réflexivité. Donc plus on est exposé à de violences, plus on a moins de compétences d'introspection, de réflexivité. Donc ça c'est sûr que le plus tôt ça commence, le plus ça a un impact et ça perdure dans le temps. Donc est-ce qu'il y a une différence spécifique au niveau du genre? Là, on est vraiment à l'interface entre le biologique, le psychologique, le culturel, l'environnemental. Donc c'est très difficile de départager les aspects des uns des autres. Mais on sait que la dimension culturelle pèse de façon majeure sur des processus comme les processus de compétences sociales. Juste un exemple, il y a une population très particulière qu'on rencontre beaucoup, qui est très souvent victime de violences de tout genre, dont violences sexuelles. C'est les femmes adultes qui ont des troubles qu'on appelait avant Asperger, donc l'autisme de haut niveau. Ces femmes ont des intérêts restreints autour des relations sociales, là où c'est la dimension dans laquelle elles sont les plus incompétentes. Probablement parce qu'elles sentent qu'il y a une pression culturelle pour que les femmes aient une adaptation particulière à ce niveau-là. Donc là, c'est un exemple typique, hein. Ils ont un trouble forcément biologique, mais qui se centre dans notre expression clinique, symptomatique, sur des variables qui sont culturellement posées. Concernant la deuxième partie de la question, j'ai oublié, c'était... Des violences psychologiques oui. Un peu larvées sur la genrification des tâches et des capacités. Oui. Alors, je pense que les violences, les violences suivent les genres. Et donc probablement, il y a quelque chose autour de la nature des violences qui sont exercées, qui peuvent être tout à fait utiliser le profil qui est socialement le plus acceptable, le plus accepté pour les filles par rapport aux garçons. Et donc là, vous évoquez par exemple la manière d'exprimer les émotions ou d'avoir des comportements qui sont adaptés. Attaquer certaines capacités des jeunes filles peut être orienté spécifiquement par le genre, et donc avoir un impact éventuellement sur les capacités cognitives, sur les capacités d'adaptation au plus général. Donc je suis, je pense, le dernier à poser une question, plutôt pour Mario, mais à voir si les autres se sentent de répondre ou pas, sur les dilemmes éthiques que vous pouvez rencontrer, intervenants médicaux, travailleurs sociaux, auprès des familles, notamment quant au caractère potentiellement intrusif, destructeur de ces interventions que vous pouvez faire au regard de la vie privée des personnes. Est-ce qu'il y a des dilemmes? Disons, concernant la question que il me semble que tu évoques, de l'aspect intrusif de rentrer dans l'espace privé, c'est l'une des rares situations dans lesquelles nous, par exemple, professionnels de santé, on est autorisé à aller à l'encontre du secret médical, par exemple, du secret professionnel. Donc c'est une injonction légale d'aller au-delà de ce qui est la sphère du privé. Et donc, parce que c'est justement l'intérêt majeur de l'enfant, c'est de protéger même si on est dans une posture d'intrusivité. Après, évidemment, d'un point de vue beaucoup plus subtil, qui est l'expérience de l'intrusion qu'on peut faire dans la sphère privée et ce qu'on va toucher, c'est
tout ne doit pas être abordé, tout ne doit pas être forcément, on n'y va pas avec le forceps, avec la violence. Parce que moi je pars du principe que les personnes ont été dans l'incapacité de trouver des solutions alternatives à leur comportement. Alors je suis optimiste et peut-être je ne suis pas confronté à la justice en permanence, mais globalement une grande partie des violences intrafamiliales ne sont pas l'objet de monstres justement, mais de personnes qui sont dans leur manière de penser, enfermées dans une manière d'être, de penser. Et donc on n'est pas face à des personnes qui ont voulu uniquement la souffrance, la violence de l'autre comme seul objectif, comme c'est plutôt malheureusement des personnes qui ont été dans une impossibilité de faire autrement, ce qui ne les justifie pas, mais que permet de l'approcher. Et donc là, ce n'est pas de l'intrusion, c'est de l'accompagnement qui peut être parfois thérapeutique. Après, il y a des grands monstres où je pense que peut-être c'est différent. Si je peux me permettre de réagir sur les violences intrafamiliales, ce qu'on voit bien à partir des données d'enquête en population générale, c'est que on a donc la dimension d'âge dont j'ai parlé, puisque les auteurs sont le plus souvent des adultes qui commettent des violences physiques, psychologiques, sexuelles sur des enfants. Et ce ne sont pas des adultes de n'importe quel genre, puisque les hommes, les pères, s'en prennent davantage aux enfants de manière physique et psychologique que les mères. Et les pères s'en prennent davantage à leurs garçons qu'à leurs filles. Et les mères s'en prennent davantage à leurs filles qu'à leurs fils. Donc comme si dans ces violences parentales, il y avait quelque chose qui relevait de la socialisation de genre, la socialisation à la bonne manière d'être une fille ou un garçon, donc y compris en faisant passer cette éducation par la violence. Sur les violences sexuelles, on a quelque chose de très particulier, puisque là, c'est très largement des auteurs masculins, mais pas que. Et donc là, il y a aussi un problème de déclaration, notamment par les garçons, des violences qu'ils ont pu subir par des femmes. Et les auteurs, j'ai dit, on a travaillé sur famille et proches, parce que les auteurs sont aussi souvent des personnes en dehors de la famille nucléaire. Donc pareil, le premier, celui qui arrive en tête, c'est l'oncle. Mais l'oncle, ça peut être au sens large, puisque vous connaissez toutes les personnes qui disent tonton à des personnes avec qui en fait il n'y a pas de lien de parenté. Merci. Ma question était un peu par rapport à la hiérarchie des violences sexuelles. Donc il y a une grille que la justice manipule pour dire un viol, c'est beaucoup plus grave et ça doit être beaucoup plus condamné qu'une main aux fesses dans le métro. Et on parle de la honte et de la violence ressentie par chacun. Et ce qu'on va dénoncer, en fait, il y a aussi, est-ce qu'on se cale pas sur le pire, un peu l'échelle de douleur, par rapport à la pire que vous pourriez imaginer. Donc là, on a le viol de Mazan, ce qui est quand même le pire du pire. Voilà. Est-ce qu'on relativise pas un peu la petite chose qui nous est arrivée dans le métro et puis c'est pas trop la peine? Et est-ce qu'on a intérêt à considérer que toute injustice, le moindre geste ne devrait pas être toléré? Comment s'acclimater sur cette grille, cette échelle des violences? Merci. Alors, dans la notion de continuum des violences dont on a parlé Alexandre et moi, donc il y a plusieurs manières d'entendre ce continuum, mais c'est une des manières, c'est de considérer qu'on a affaire dans les violences sexuelles, quelle que soit leur forme, leur intensité, entre guillemets, à la même logique de domination et de contrôle du corps de l'autre. Donc ça n'hiérarchise pas
la gravité des violences et ce qui est intéressant, vous donnez l'exemple des attouchements dans les espaces publics. Dans notre enquête, on a demandé aux personnes à qui c'était arrivé si elles avaient considéré ça comme grave ou non. Et en fait, les femmes ont beaucoup plus souvent que les hommes dit que c'était grave. Et en particulier, les hommes n'ont pas dit que c'était grave, ont considéré que c'était pas grave quand l'autrice était une femme. Voilà, donc il y a vraiment un contexte social de compréhension de ces violences qui façonnent la manière dont on va percevoir la gravité et les conséquences possibles. Donc les femmes ressentant plus souvent la peur que ça aille beaucoup plus loin quand on est suivi dans la rue. Ce dont on a peur, c'est d'être violé, égorgé. Vous avez un dernier mot à ajouter? Non, mais si c'est là. Moi, je vais juste revenir sur les enjeux de qualification parce que ça m'a beaucoup intéressé justement par rapport à la qualification pénale et aux hiérarchies qui sont inscrites vraiment dans le code pénal et voir ce que l'espace de la justice réparatrice faisait par rapport à ça en laissant justement les personnes concernées qualifier avec leurs propres mots, et à l'aune de leur propre continuum de la violence sexuelle. Le concept tel qu'il est utilisé par la sociologue Liz Kelly en tant que continuum d'expérience de la violence sexuelle, il vient montrer comment une personne, elle va qualifier en fonction de son propre historique, en fonction de son vécu, et non pas en fonction justement de la manière dont c'est défini dans le code pénal. Et l'espace, en tout cas, de la justice réparatrice, qui m'a beaucoup intéressée, c'est que justement, cette qualification, elle revient justement à l'expérience des personnes concernées, à ces savoirs expérientiels que j'évoquais, et non pas à des savoirs pénaux, par exemple, et aux définitions qui ne sont pas nécessairement celles, en fait, des personnes qui les ont subies, et qui ne correspondent pas nécessairement non plus à l'échelle de la gravité, en fait, qui est celle dans le système pénal. Voilà. Merci beaucoup. Donc on termine cette table ronde qui était très riche. Merci aussi à vos interventions. Donc nous nous retrouvons, merci. Donc nous nous retrouvons à 14h. Merci beaucoup encore.